Salut! Question. Sais-tu comment font les gens qui sont super efficaces sur un ordinateur? Réponse. Ils optimisent tout, à commencer par les raccourcis clavier de Windows qu'on va voir maintenant. C'est parti! Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais juste vous préciser 2-3 petites choses. D'abord, cette vidéo va être très longue. C'est pas la peine de chercher à retenir absolument tout du début à la fin comme une histoire ou comme je ne sais quoi. Peut-être vous pouvez regarder la vidéo ou simplement parcourir dans la description qui est en dessous de la vidéo la liste des raccourcis clavier qui sont traités et cliquer sur les liens qui sont justement dans la description pour vous rendre directement au bon endroit de la vidéo qui vous intéresse précisément. Commencez toujours par apprendre un raccourci clavier, si vous partez vraiment de zéro. Prenez celui qui vous importe le plus. Très souvent, les gens commencent par savoir faire du copier-coller, savoir faire de l'enregistrer et du revenir en arrière. C'est vraiment les raccourcis de base. On va tous les voir, donc je ne vais pas les détailler maintenant, mais on va les voir tout de suite après. Notez aussi que sur mon écran s'affichera la plupart des raccourcis clavier que je taperai dans la zone en bas à droite de l'écran. Notez aussi que j'ai fait une espèce de petit livret qui n'est pas encore finalisé mais qui va pas tarder à l'être. Je mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo. Si vous êtes intéressé, c'est un autre support, c'est un autre type de contenu. Je ne sais pas encore comment je vais le diffuser, mais voilà, si ça vous intéresse, que c'est complémentaire pour vous, et ça peut se comprendre. Moi personnellement, j'ai besoin de voir les raccourcis clavier, de les répéter même en dehors de l'ordinateur, donc si je les ai sur un support papier, c'est toujours mieux. Donc voilà, donc là j'ai redessiné une 50aine d'écrans de claviers différents et j'ai coloré les touches. Et donc ça me permet en fait d'avoir tous les raccourcis clavier de façon très propre, très visuelle, avec un petit descriptif qui explique comment on presse les touches et qui explique aussi le contexte dans lequel on peut être amené à devoir utiliser tel ou tel raccourci clavier. Du coup, on va commencer là maintenant. Donc là, on va s'attaquer dans un premier temps aux fenêtres, aux bureaux et aux espaces de travail. Ensuite, on verra les fichiers et à la fin, on verra les applications. Donc, pour commencer, on va définir ce qu'est le bureau. Alors, le fond d'écran, il est sur le bureau. Hein, c'est l'image qui est ici. Le bureau, en fait, c'est tout l'espace de travail qui est là, avec les fenêtres, tout. L'espace de travail, c'est l'intégralité. Et je peux avoir plusieurs espaces de travail. Ça, on va le voir tout de suite après. On détaillera d'où ça vient, ce que c'est. On va prendre le temps, mais on va tout voir. Maintenant, si je lance une fenêtre, si je lance une application, là c'est mon gestionnaire de fichiers, on le verra après. Toutes les fenêtres, ce sont des rectangles. Et ces rectangles, ils ont en haut 3 boutons. Un bouton réduire, un bouton agrandir ou mode fenêtré, et un bouton fermer. Évidemment, ce qu'on va fermer ici, ce qu'on va administrer ici, c'est la fenêtre, pas l'application qui est dedans. Alors dans la plupart des cas sous Windows, les deux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que si je clique sur la croix, je ferme mon application. Sous Mac, par exemple, c'est pas le cas. Vous pouvez fermer une application, ça ne la quitte pas. Enfin, ça arrive de plus en plus sur un grand nombre d'applis, mais par défaut, ça ne le fait pas. Et sur Windows, ça ne le fait pas par défaut partout. Vous prenez des applications très populaires comme Skype, qui s'ouvre au démarrage, qui vous affiche une fenêtre, je ne l'ai pas sur mon ordi ici, vous cliquez sur la croix, vous avez fermé la fenêtre et uniquement fermé la fenêtre. Mais si vous allez dans les process qui tournent en lame de fond, c'est la petite flèche qui est ici, à ce moment-là, vous verrez Skype qui continue de tourner. Il faudra faire un clic droit dessus et monter sur l'option qui vous propose soit exit, soit quitter, et clic gauche dessus. Alors pareil, la différence entre un clic droit et un clic gauche, je vais vous la donner tout de suite. Le gauche c'est l'action, le droit c'est les options. Donc si je fais un clic droit sur une icône, par exemple, je suis ici, je fais un clic droit, ce sont les options. Donc il m'affiche des options. Si je fais un clic droit ici, pareil, ce sont des options. Maintenant, si je veux passer à l'action sur une de ces options, c'est un clic gauche. Si je veux rentrer dans un document ou dans un dossier, c'est double clic gauche.
Donc vous voyez la différence, le gauche c'est l'action, le droit c'est l'option. C'est afficher les options. Voilà. C'est des petites choses, avant qu'on démarre, ça permet de fixer les idées, ça permet de se poser un peu sur qui est quoi, qui fait quoi. Alors, on démarre tout de suite. Ici, en bas, j'ai des icônes qui correspondent à des applications qui, quand j'ai fait un clic droit puis un clic gauche, ont été épinglées, elles ont été attachées à la barre des tâches, et c'est pour ça qu'elles ne se détachent pas. Vous voyez ici que j'ai une application qui est active, puisqu'elle est soulignée d'un trait de couleur, et là, on va voir comment lancer les applications qui sont là-dedans. Donc en fait, c'est très simple. Vous avez chaque application qui est à un emplacement particulier. Cet emplacement, c'est un numéro. Et donc, si vous faites Windows plus ce numéro, vous lancez l'application. Par exemple, Firefox, c'est la deuxième icône pour moi en partant de la gauche. Donc 1, 2. Donc je fais Windows 2 avec mon clavier et j'ouvrirai Firefox. Voilà. Si je veux ouvrir VLC, Windows 4. Voilà. Donc là, on est sur lancer une application. Maintenant, juste une petite astuce. Je veux lancer une application qui n'est pas sur la barre des tâches, mais qui est dans mon ordinateur. Exemple, je veux lancer Acrobat Pro. Eh bien, je clique sur le bouton Windows de mon clavier qui se trouve entre la touche CTRL et ALT en bas à gauche de mon clavier. Donc, c'est le drapeau. Je clique dessus. Et là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Je peux interagir à la souris sur cette fenêtre. C'est d'ailleurs ce qu'on aurait envie de faire spontanément. Simplement, si je veux prendre une application, par exemple, je cherche une application qui, j'avais dit Acrobat, mais il est visible, il est directement ici. Donc, si je clique gauche, il se lancera. Je vais vous montrer pour l'exemple comment je l'aurais recherché s'il n'avait pas été affiché tout de suite. Eh bien, j'ai simplement appuyé sur le drapeau. Maintenant, je clique A-C-R-O-B-A-T. Donc, et automatiquement, vous avez vu que mon menu a changé. C'est devenu le champ de recherche, que j'ai pas installé d'ailleurs sur mon... Enfin, il n'est pas visible parce que j'ai voulu gagner de la place, du fait que la simple fonction du bouton Windows permettait de retrouver le champ de recherche, d'utiliser, d'accéder à tout. J'ai pas vu l'intérêt pour moi de remettre tous les boutons qui sont indiqués et qui sont affichés ici sur Windows par défaut. Il y a un champ de recherche, le bouton Cortana, afficher toutes les applications. Les applications actives, je veux dire, je les ai pas mis, je les ai enlevées en fait. Ils y étaient, je les ai enlevés, je vais vous montrer comment je faisais. Donc là, j'ai cette fenêtre qui s'affiche, je clique sur Entrée, et voilà, j'ai mon application qui se lance. Comment on fait pour paramétrer sa barre des tâches? On fait un clic droit dans une zone vide de la barre des tâches, on voit le menu, et ici on a recherché, moi je l'ai mis en masqué, mais je peux afficher la zone de recherche. Je peux simplement afficher l'icône de recherche, donc là si je clique sur la zone de recherche, vous allez commencer à reconnaître ce qui est par défaut sur Windows 10. Il y a aussi le bouton Cortana par défaut. C'est le rond qui est ici. Et il y a les espaces applications, bouton application active qui est ici. Voilà. Bon tout ça, moi le Cortana je m'en occupe pas. Ça j'en ai pas besoin puisqu'en fait ça fonctionne de base une fois que j'ai cliqué sur ce bouton là. Et ça, il y a un raccourci clavier pour y accéder que je vais vous donner d'ailleurs là tout de suite, dans très très peu de temps, puisque ça fait partie des espaces de travail, du bureau. Donc voilà, donc moi j'aime bien que ce soit simplifié, qu'il y ait juste ce que j'utilise et dont j'ai besoin quotidiennement, qui soit accessible tout de suite. Je place donc les choses comme ça. Alors, on va voir tout de suite comment on peut disposer les fenêtres sur le bureau. Donc, pour ça, on utilise les touches Windows flèche. Donc, si je fais Windows flèche O, mon application prendra tout l'écran. Alors, évidemment, voilà. Tac. Alors, pourquoi j'ai fait Alt Tab? Alt Tab, c'est pour changer d'application, de fenêtre. Donc, je me suis assuré que ma fenêtre active, c'était Acrobat Pro, et donc que l'ordre que je donnerai d'agrandir la fenêtre sera donné à la fenêtre active, c'est-à-dire la fenêtre d'Acrobat Pro. Ensuite, flèche de gauche me permet de réduire sur la moitié ma fenêtre. Flèche du haut, ouais, donc voilà. Alt Tab me permet, comme je l'ai dit, de voir mes différentes applications. Donc là, si j'appuie sur Tab, vous voyez, je maintiens toujours Alt enfoncé avec mon pouce, et avec mon index, je clique sur Tab fréquemment, et ça me permet de changer de gauche à droite mes applis. Si maintenant je fais Alt, Shift enfoncé, et Shift c'est la touche qui est entre CTRL et Lock, tout
tout à gauche du clavier et que je fais Tab, à ce moment-là, je vais plus de gauche à droite, mais de droite à gauche. Très utile quand on a beaucoup de fenêtres ouvertes. Voilà, tac. Et voilà. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer une alternative à Alt-Tab, c'est Alt-Tab. Alors Alt-, c'est non pas la touche qui est à gauche de la barre d'espace, ça c'est Alt, c'est la touche qui est juste à droite de la barre d'espace, donc Alt-Tab. Et je relâche les deux touches, là je touche actuellement aucune des touches du clavier avec mes doigts, et vous voyez que ça reste affiché à l'écran. Et là je peux me déplacer avec les flèches gauche et droite de mon clavier directement, et j'appuierai sur Entrée pour changer de fenêtre et passer sur la fenêtre qui m'intéresse. Donc super pratique, assez intéressant. Voilà, ça fait partie des petites choses concernant la gestion des fenêtres. Donc là, Entrée, hop, j'ai changé. Tac. Voilà, on a fini avec les fenêtres. On va passer maintenant au bureau. Donc là, je vais vous expliquer ce qu'est un bureau, ce qu'est un espace de travail, et on va voir les raccourcis clavier qui y sont associés. On va essayer de rentrer un peu en profondeur dans le fonctionnement du bureau, ensemble. Donc déjà, si je veux afficher mon bureau, premier raccourci clavier, c'est Windows D. D comme desktop. Desktop, c'est le bureau en anglais. Donc Windows D, et j'affiche mon bureau. Alors, le bureau, en fait, c'est l'arrière-plan, donc qui est le fond d'écran, les icônes qui sont là-dessus, et en bas la barre avec l'espace de notification où il y a un peu tout, la barre des tâches et le côté un peu Windows où je peux administrer tout mon système. Donc cet espace de travail n'est pas le seul en fait sur Windows. On va voir ça tout de suite après. Pour commencer, on va exploiter les espaces de travail. Donc du coup, au niveau des raccourcis clavier, parce que c'est du point de vue des raccourcis clavier que cette vidéo regarde les choses, on a ici un espace de notification. Vous voyez, si je dois aller avec la souris le chercher, et que je suis à l'autre bout, ou que je suis là, et c'est une petite icône, ça met du temps. Donc il y a un raccourci pour afficher ici les notifications, c'est Windows A. Voilà. Donc là, j'ai mes notifications qui apparaissent. Si je clique gauche, la barre se retire. Si je fais échappe, la barre se retire aussi. Voilà. Donc ça, on a vu Windows D pour afficher le bureau. On voit Windows A pour afficher les notifications. Je vais vous en montrer un autre qui est assez sympa, je le connaissais pas, mais depuis que je l'ai découvert, ça fait partie de mes préférés. C'est la capture d'écran. Jusqu'ici, la capture d'écran, ma méthode à moi, c'était de faire bouton Windows, CAPTURE, et j'avais du coup le champ de recherche qui m'affichait l'application de capture d'écran. Je clique sur Entrée et je vois apparaître l'ancienne capture d'écran. Et donc là, je peux cliquer sur Nouveau et je pourrais faire ma capture d'écran. Donc là, j'ai le mode. Je peux décider soit de prendre une forme libre, soit une forme rectangulaire. Vous voyez que c'est la forme rectangulaire qui est cochée. Donc en fait, j'aurais fait une zone. Ça m'aurait fait ma zone de capture. Soit je peux prendre une fenêtre. Dans ce cas-là, ça peut être, par exemple, je vais prendre juste VLC ou juste Firefox, qui est une fenêtre quelque part ouverte sur mon bureau, qui prend pas forcément tout l'écran. Et je clique là-dessus, boum, ça me prend la fenêtre. Où je prends tout l'écran. Donc voilà. Eh bien, il existe une alternative qui fait exactement pareil, mais sous forme de raccourci clavier, et je trouve ça plutôt sympa. C'est Windows Shift S. S comme screenshot. Donc du coup, Windows Shift S. Shift, je rappelle que c'est la touche qui est entre Contrôle et Lock sur la gauche du clavier. Windows Shift S. Mon écran s'assombrit et j'ai les options qui apparaissent au centre tout en haut. Donc là, je peux prendre à nouveau une capture rectangulaire. On a exactement les mêmes options que de l'autre côté, hein. C'est juste la présentation qui change et le fait que ce soit possible de le lancer depuis le raccourci clavier. Ici, on a la forme libre. Ici, on a l'application. On capture en fait par fenêtre. D'où l'intérêt de commencer la vidéo en vous expliquant ce qu'était la fenêtre. Et ici, on capture en plein écran, puis autrement, on peut en sortir et fermer l'application. Donc si je capture, par exemple, le plein écran, je clique dessus, clic gauche, boum, voilà, ça a pris une photo.
OK. Deux possibilités, soit vous avez une fenêtre infobulle qui apparaît et qui vous présente les choses, soit vous devez aller chercher dans la zone de notification. D'ailleurs, vous voyez que quand je survole à la souris, c'est indiqué une nouvelle notification. Donc, je vais faire Windows, soit je clique gauche, soit je fais Windows A. Moi, j'aime bien Windows A. Et là, j'ai ma capture d'écran qui apparaît, je clique gauche dessus, et j'ai la possibilité de l'enregistrer à l'endroit que je veux, sous le nom que je veux, dans mon ordinateur. Donc ça, la capture d'écran, c'est le petit plus, mais dont je me sers énormément dans mon travail au quotidien. Alors, à présent qu'on a vu comment on pouvait gérer un bureau et les raccourcis clavier qui portaient sur ce bureau, je vais juste vous montrer une petite chose. Vous avez vu tout à l'heure, quand on faisait Alt-Tab, que je voyais les fenêtres des applications présentes sur mon bureau. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'actuellement, je suis en train d'enregistrer mon écran. Donc il y a une autre application qui tourne quelque part, et elle n'est pas sur ce bureau. En fait, je n'ai sur ce bureau-là que les applications qui m'intéressent. Et c'est très pratique. C'est très pratique parce que ça signifie que je peux avoir plusieurs bureaux, plusieurs espaces de travail pour réaliser des tâches différentes. Je peux avoir une scène d'un côté et une régie pour enregistrer mes vidéos de l'autre. Donc j'ai deux bureaux virtuels. Alors où est-ce qu'il se trouve ce second bureau virtuel? Comment on crée un second bureau virtuel? En fait, on les crée à la volée. Ça veut dire qu'on les crée dynamiquement au fur et à mesure, autant qu'on a besoin. Si je veux créer un bureau supplémentaire, écoutez bien le raccourci clavier. Vous avez vu que tout à l'heure, pour afficher le bureau, c'était Windows Desktop, Windows D. Eh bien, pour créer un espace de travail supplémentaire, c'est CTRL Windows D. Donc je maintiens enfoncé CTRL, je maintiens enfoncé Windows, et j'appuie sur D, ce qui va automatiquement créer un espace de travail supplémentaire à la volée. Je l'avais pas, je viens de le créer. Comment je vois? Alors vous voyez tout d'un coup que mes applications, tout à l'heure j'avais des applications qui étaient ouvertes, et bien là les applications ne sont pas ouvertes. On sait qu'une application est active quand elle est soulignée d'un trait de couleur. Donc là, mon Firefox, il est plus du tout actif, mon fichier, il est plus du tout actif, mon Acrobat qui était en bout de ligne, je le vois même plus, et donc là, je peux repartir sur autre chose. Donc si j'ouvre d'autres applications, je sais pas, j'ouvre la calculette, hop, voilà, et j'ai ma calculette, mais ça m'indique pas le reste, et si je fais Alt-Tab, je ne vois que la calculatrice. Donc du coup, comment on fait pour se déplacer dans tout ça? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous montrer justement les boutons, les fonctions, les zones actives. On va tout de suite voir ça. Je vais cliquer droit avec ma souris quelque part dans un espace vide de ma barre de ma barre des tâches. Clic droit, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, vous aurez la même. Je vais sur... donc là, vous voyez que j'ai masqué la fonction de recherche, qui est par défaut sur Windows. Je vous montre à quoi ça ressemble. Par défaut, vous avez ça. Et par défaut, quand vous lancez Windows, que vous l'achetez, que vous démarrez, vous avez aussi le bouton Cortana qui se rompt. Et vous avez aussi les applications actives, qui est le bouton qui nous intéresse vraiment, pour le coup, nous, ici. Donc je vais enlever les autres, rechercher, masquer. Vous voyez que ça va très très vite, hein. Faut pas hésiter à manier pour assouplir l'interface en fonction de ses besoins au fil de l'eau. Donc là, je clique gauche sur ce bouton et je vais voir apparaître toutes les applications. Et alors, comment cet espace est divisé? J'ai ici un espace qui me représente mes bureaux, bureau 1, bureau 2, bureau 3, bureau 4, bureau 5, bureau 6, et puis je peux cliquer sur le plus pour créer un nouveau bureau, ou cliquer sur la petite croix pour fermer un bureau. Par exemple, j'ai pas besoin du 4, j'ai pas besoin du 5, voilà, le 6, il y a juste ça, donc voilà, j'y retourne. Alors pour y retourner, j'ai ce bouton, mais le raccourci clavier qui permet d'y accéder, c'est Windows Tab. Vous voyez tout à l'heure, on était sur Alt Tab pour changer de fenêtre, pour changer d'application. Si je fais Windows Tab, je change de bureau. Vous avez vu? La logique, elle est un peu la même. La tabulation permet de sauter d'espace en espace. Et donc, selon que je combine avec Alt ou Windows, soit je change de fenêtre d'application, soit je change, en fait plus précisément, je change de fenêtre, parce que je peux avoir plusieurs fichiers Excel, et grâce à Alt Tab, je peux changer de fichier. Donc je change de fenêtre.
Et puis avec Windows Tab, je change d'espace. Donc au survol, je vois ici toutes les fenêtres actives sur cet espace de bureau 1. Sur le bureau 2, c'est ici que j'ai mon espace de streaming. Vous voyez, j'ai le logiciel qui tourne. Là, j'ai un petit logiciel de test. Je peux même fermer cette appli sans avoir besoin d'ouvrir mon espace. Je peux survoler ici l'autre bureau. Voilà, je vois les fenêtres ouvertes. Et voilà, si je veux, je sais pas, on peut déplacer un truc. Par exemple, je vais prendre Acrobat et puis je vais le mettre ici. Tac, voilà. Et donc du coup, quand je retournerai sur mon espace 1, j'aurai plus Acrobat. Donc là, j'ai bien VLC, j'ai bien le gestionnaire de fichiers, j'ai bien Firefox. Par contre, je n'ai plus Acrobat parce qu'Acrobat, souvenez-vous, je l'ai mis ici. Et effectivement, il est réduit, mais il est là. Donc voilà. Alors, comment on se déplace d'un bureau à l'autre? Pour se déplacer, c'est CTRL, Windows et flèche. Donc par exemple, là je suis sur le bureau qui est en dernière position tout à droite, donc tous mes bureaux sont sur la gauche, donc je vais faire CTRL, Windows, flèche de gauche, et je suis à côté. Flèche de gauche à nouveau, je suis à côté. Flèche de gauche à nouveau, je repasse sur mon espace de tuto. Là, vous voyez actuellement comment on se déplace d'un bureau à l'autre, comment on déplace des fenêtres d'un espace à un autre. Là, vous êtes en train de vraiment rentrer dans les possibilités de Windows. C'est idéal parce que vous pouvez vous retrouver avec un très petit nombre de fenêtres par bureau. Chaque fenêtre, c'est l'ensemble des informations dont vous avez besoin pour travailler sur une tâche donnée, et vous faites différents espaces pour différentes tâches. Et à ce moment-là, vous arriverez à faire des trucs une installation sur votre ordi, un aménagement de votre espace de travail tout à fait approprié à vos besoins. C'est très important d'être capable de faire ça. Voilà, donc maintenant qu'on a vu le Windows Tab, le CTRL Windows D et le CTRL Windows flèche qui permettent de se déplacer et de s'organiser dans les espaces de travail, je vais vous montrer à présent une dernière petite chose que je vous ai peut-être pas montré, c'est comment on ferme une fenêtre. Pour fermer une fenêtre, c'est Alt F4, je crois que je vous l'ai montré. Dans le doute, je le remontre, voilà, Alt F4, ça ferme la fenêtre. Ok, maintenant on va voir quelque chose qui est aussi une fenêtre, qui est aussi une application, qui est très utilisée, c'est le gestionnaire des tâches. Le gestionnaire des tâches administre complètement votre ordinateur. En fait, le gestionnaire des tâches, c'est quand vous prenez la main sur Windows. Qu'est-ce que Windows? Windows, c'est un giga logiciel. C'est le chef d'orchestre de tous les logiciels. Il est capable de prendre les ressources physiques de la machine, disque dur, RAM, électricité, et de donner de la mémoire aux autres processus, aux autres logiciels pour qu'ils fonctionnent. Le système d'exploitation fait un certain nombre d'actions de base par lui-même, et si vous ne lui ajoutez pas d'application, il ne s'ajoute pas de fonctionnalité. Si vous voulez faire de la retouche photo de base avec le système d'exploitation, ça suffit pas. Il faudra rajouter un logiciel de retouche photo, par exemple Photoshop. Et à ce moment-là, votre ordinateur sera capable de retoucher de la photo. En fait, c'est comme un être humain d'une certaine manière, si vous le spécialisez dans une tâche, il devient capable de la faire. Eh bien, l'ordinateur, c'est pareil, et le spécialiser, en quelque sorte, c'est lui donner la config qu'il faut d'abord au niveau des ressources matérielles pour qu'il fonctionne bien là-dessus, mais ensuite, il faut lui donner le code, il faut lui donner le programme qui lui permettra d'exécuter la tâche, de faire ses actions. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, le gestionnaire des tâches, c'est par exemple utile quand vous avez un logiciel qui plante. Un logiciel qui plante, très souvent, c'est un problème de gestion de la mémoire. Et du coup, il faut couper les accès mémoire si le logiciel n'est pas capable de fermer sa fenêtre par lui-même, ou que ça va durer 107 ans. Et dans ce cas, vous lancez le gestionnaire des tâches. Donc la façon la plus connue, c'est clic droit, gestionnaire des tâches, ça vous ouvre la fenêtre, et vous voyez quelle application ne répond pas. Donc là, par contre, vous voyez bien qu'il affiche absolument toutes les applications en cours, même celles qui ne sont pas sur ce bureau. Et vous cliquez dessus et vous faites fin de tâche ou clic droit, fin de tâche. Et à ce moment-là, ça vous fermera l'application un peu brutalement parce que elle n'aura pas le temps d'enregistrer ni rien, mais Windows coupera les accès mémoire pour cette application.
Donc ça, c'est l'outil qui vous sauve la vie aussi quand vous êtes sur Internet et que tout d'un coup vous avez une grosse fenêtre, plein de fenêtres de pub qui s'ouvrent, avec des fenêtres que vous n'arrivez pas à fermer, vous en fermez une, il y en a 5 qui s'ouvrent, et ça vous dit alerte de sécurité, ou ça vous envoie sur des sites un peu que vous n'avez pas envie de voir maintenant. Enfin voilà, des trucs, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, vous étiez pas du tout là pour ça. Et donc du coup, à ce moment-là, vous prenez le gestionnaire des tâches, et vous utilisez la fonction fin de tâche qui vous permettra de couper les process, de les killer, c'est le mot, hein, ça kill le process, et du coup vous verrez la fenêtre se fermer. Alors si c'est sur Firefox que vous étiez sur un navigateur web, ça fermera aussi tous vos onglets, donc vous perdrez votre travail, c'est pas grave, parce que ça vous aura apporté un peu le soulagement, ça vous aura sorti d'une mauvaise passe. Maintenant, ça arrive aussi parfois que l'écran s'affiche, la fenêtre s'affiche sur tout l'écran, et que vous ayez accès à absolument rien avec la souris. Et tout ce que ça vous dit, c'est qu'il faut appeler un numéro de téléphone, qui bien sûr est une arnaque, et il faut surtout pas appeler. Donc dans ces cas-là, vous n'avez que la connaissance des raccourcis clavier pour vous sauver. Je vais vous dire les 2 raccourcis clavier qui peuvent vous aider à vous sortir de là. C'est soit Alt-Tab qui va vous permettre de changer la fenêtre active, et à ce moment-là vous récupérez la main, et à la souris vous pouvez aller chercher le gestionnaire des tâches et couper la tâche. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur une application et cliquer sur fermer quand elle est ouverte, mais ça marche pas tout le temps. L'autre raccourci, qui est celui qui va vraiment vous sauver la vie, c'est CTRL Maj échappe. Alors je vais fermer mon gestionnaire des tâches et je vais le réouvrir avec le raccourci clavier. CTRL Maj échappe. Voilà. Et donc là je lance mon gestionnaire des tâches. Alors le gestionnaire des tâches, avant, dans les versions style Windows XP, on y accédait avec CTRL Alt Supr. C'est un raccourci qui existe toujours. Je peux pas vous le montrer avec mon logiciel de stream parce que ça va faire un grand écran noir, même si vous entendrez toujours ma voix au micro. Donc je pourrais pas vous le montrer comme ça. Mais retenez CTRL Maj échappe. Donc je maintiens enfoncé CTRL, je maintiens enfoncé Shift et je clique sur échappe. Et à ce moment-là, donc le pouce sur CTRL, l'index sur Shift et le majeur sur échappe par exemple, c'est ce que je fais moi. Et à ce moment-là, vous verrez apparaître ce gestionnaire des tâches par-dessus la fenêtre qui vous masque tout. Et ça vous sauvera vraiment, vraiment la vie. Voilà, donc le gestionnaire des tâches, important, ô combien important. Ensuite, on va passer au gestionnaire de fichiers, et le gestionnaire de fichiers va nous servir à amorcer la transition vers la gestion des fichiers, évidemment. Donc pour lancer le gestionnaire de fichiers, là pour le coup il est déjà lancé puisque c'est la touche Windows 1. Si je clique dessus, je lance aussi, et autrement, si j'ai ni l'icône ni l'emplacement, je fais Windows E. Windows E vous ouvrira le gestionnaire de fichiers aussi. Ce gestionnaire de fichiers, en fait, il vous permet d'administrer ce qui est contenu dans votre disque dur d'ordinateur. Donc on va commencer tout de suite par créer un petit dossier de tuto pour pouvoir se déplacer dedans. Donc là je fais CTRL majuscule N, ce qui va créer un nouveau dossier. Le nouveau dossier a un titre par défaut qui est nouveau dossier. Je vais le renommer tuto et je vais rentrer dedans, et c'est là-dedans qu'on va travailler. Je vais cliquer sur clic droit nouveau. Je descends sur nouveau document, évidemment c'est ça que je veux, donc ce sera un clic gauche, tac, et je vais le renommer aussi, je vais l'écrire, je vais l'appeler mon fichier. Voilà. Hop. Voilà, donc là, je suis donc sur cette zone active. En fait, il faut comprendre qu'une fenêtre, je vais fermer un peu pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Il faut comprendre qu'une fenêtre, elle est sous-divisée en espaces. On accède aux différents espaces grâce à la touche tabulation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, tabulation permet de changer d'espace. Si je fais simplement tab, ne serait-ce que sur un formulaire sur Internet, ça me permet de changer de champ dans le formulaire. Tab, 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 tab. Et si je fais majuscule tab, je remonte dans l'autre sens. Donc là, par exemple, ma zone active, c'est cette grande zone, et j'ai ce fichier qui est actif. Mais si je fais tab, vous allez voir, voilà, il devient grisé parce que la zone active a changé.
Si je fais majuscule tab, je reviens dessus. Si je reviens encore en arrière, vous voyez que c'est cette zone-là qui est devenue active. Donc ça veut dire que si ici je faisais entrer, l'exécution se ferait sur ce bouton-là, qui me renverrait dans Images. Donc je verrai mon dossier tuto. C'est parti, on teste. Voilà, donc là je suis bien dans Images et tuto. Tac. Donc du coup, ici, j'ai mon fichier. Je peux le sélectionner, je clique gauche avec ma souris, et je fais CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. Donc CTRL-C, copier, CTRL-V, coller. Maintenant, si je veux tout sélectionner, je fais CTRL-A, copier, CTRL-C, coller, CTRL-V. Voilà. Je vais en avoir un certain nombre, c'est pour pouvoir les manipuler, pour faire des exemples de manipulation, de sélection, de copier, coller, etc., de suppression. Donc là, effectivement, on rentre dans la gestion des fichiers, et donc on va voir effectivement un petit peu tout ça. Voilà. CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Ok. Bon là, j'ai un certain nombre de fichiers, je vais passer ma fenêtre en plein écran, je fais Windows E, et je vais me créer, donc là, vous voyez, avec les flèches du clavier, je peux me déplacer à l'intérieur de ma zone active que je peux changer avec la touche tabulation, comme je viens de le dire. La touche tabulation, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est impliquée aussi quand on veut changer d'application. Donc par exemple, si je veux passer, tout à l'heure j'avais Firefox, je faisais Alt-Tab, Alt-Tab, Alt-Tab ou Alt-Gros-Tab, Alt-Gros-Tab, Alt-Gros-Tab. Si je veux changer d'espace de travail, de bureau, eh bien il y a à nouveau le Windows Tab qui me permet d'afficher toutes les applications actives. Donc, voilà, la tabulation, c'est un peu la pièce qu'il faut avoir à l'esprit quand il est question de changer de zone, changer d'espace, changer de quelque chose. Et quand on est à l'intérieur de cette chose, on se déplace avec les flèches du clavier. D'accord ? Donc là, je me déplace avec ça. Si je me déplace de la gauche vers la droite, par exemple, en maintenant enfoncé ma touche majuscule, la touche Shift qui se trouve entre la touche CTRL et la touche Lock. Je fais une sélection. C'est un peu comme si j'étais, donc là je clique dans le vide clic gauche dans le vide avec ma souris, c'est un peu comme si je m'étais mis ici avec la souris et que j'avais fait ça. Sauf que, vous voyez, le problème que j'ai, c'est que ça va me sélectionner en même temps la zone du bas. Donc je recommence ma sélection. Là, le problème, c'est que je prends le truc par défaut en même temps. Donc là, il faut que je sois vraiment ara. Ok ? C'est beaucoup plus facile avec le clavier de se mettre à un endroit et puis de maintenir enfoncé et de remonter. D'accord ? Maintenant, là, j'ai fait avec la touche Shift enfoncé. Si je veux en désélectionner un et que je veux faire de la sélection spécifique, je maintiens la touche CTRL en même temps que je clique gauche avec la souris. Donc là, on va avoir des sélections un peu particulières, un petit peu différentes, puisqu'elles vont combiner la souris et le clavier. Ça va étendre les possibilités de sélection à la souris. Ça c'est super intéressant aussi. Regardez bien, je maintiens la touche CTRL de mon clavier enfoncé et je clique gauche sur ce fichier. Eh bien, ce fichier vient d'être désélectionné. À l'inverse, ici, j'ai ce fichier, par exemple, qui n'est pas sélectionné. Je maintiens la touche CTRL et j'appuie sur clic gauche. Eh bien, le fichier vient d'être sélectionné. Vous voyez l'importance du clic du clavier, le fait de maintenir la touche CTRL du clavier enfoncé, ça fait toute la différence. Si maintenant je veux rajouter ce fichier mais que je n'appuie pas sur la touche CTRL, je perds le reste de ma sélection. Regardez bien, juste un clic gauche, j'ai tout perdu. Alors que si je maintiens la touche CTRL enfoncée, j'ajoute ce que je veux à ma sélection. Et si par exemple je veux en enlever un, hop, je reclique, mais j'ai toujours la touche CTRL enfoncée. Voilà. Donc là, vous êtes en train de voir la sélection sélective, distante, et maintenant, on va voir la sélection contiguë. Tout à l'heure, on a vu qu'à la souris, c'était un peu périlleux d'aller chercher juste la ligne du haut. Regardez bien, j'en prends un, je vais à l'autre bout, sur le dernier, par exemple celui-ci. Je maintiens la touche Shift de mon clavier, la touche majuscule de mon clavier enfoncée, et je clique gauche une fois. Et automatiquement, il m'a sélectionné, il a gardé la sélection de celui-ci, il a ajouté celui-ci, et il a ajouté tous ceux qui se trouvaient entre les deux.
Très intéressant si on veut par exemple faire un copier ou un couper-coller. Souvenez-vous du raccourci clavier, CTRL-C, CTRL-V. On va voir maintenant le couper-coller. C'était un bon moyen de l'introduire. Je vais ajouter un dossier. Donc CTRL-MAJ-N, vous vous souvenez, nouveau. Et puis on va mettre destination. Voilà. Juste pour l'exemple. Si je prends mon fichier et que je le glisse dans destination, mon fichier disparaît, mais il a été ajouté à l'intérieur de destination. C'est un couper-coller. En fait, couper-coller, c'est déplacer. En anglais, c'est move. Et donc, du coup, move qui veut dire bouger, déplacer. Donc, si je veux les sélectionner, si je veux prendre tout ceci, sélection continue, voilà, tac, je maintiens la touche majuscule de ma souris, de mon clavier enfoncé, je clique gauche, boum, et je les emmène. Et les 4 là vont se retrouver de l'autre côté. Je viens de faire un couper-coller avec ma souris. Et en combinant avec le clavier, évidemment. Maintenant, si je veux faire un couper-coller de celui-ci, donc c'est mon fichier -copy-copy-txt. Ok. Je fais CTRL, non pas C, mais CTRL X. CTRL X. Vous avez vu qu'il est devenu un peu plus transparent. Je vais dans ma destination et je fais CTRL V. Et il apparaît. Ok. Ok. Maintenant, on va voir le copier-coller tel qu'on l'a vu déjà tout à l'heure. Regardez bien. CTRL C. Je remonte. CTRL V. J'ai donc mon fichier ici et ici. Il a été dupliqué. CTRL C, CTRL V. C'est copier-coller. Je n'ai pas déplacé. Je vais prendre tous ces éléments. Je fais CTRL A, où je fais tout avec la souris. Donc CTRL A, Select All, A c'est All en anglais, CTRL X, je remonte d'un cran, CTRL V. Alors, effectivement, comme j'ai copié-collé mon fichier, il existe déjà, je lui dis de le remplacer, voilà. De toute façon, on s'en fiche, il n'y a rien dedans. Juste pour info, vous voyez ici que mes fichiers ont une extension .txt à la fin du nom. .txt, c'est très important, ça indique à Windows avec quoi il doit ouvrir ce fichier. Donc par exemple, lui, Windows, sur mon ordinateur, je l'ai paramétré, mais par défaut, il y a tout un tas de réglages qui sont déjà pré-réglés, enfin qui sont déjà faits pour vous. Les .txt s'ouvrent avec le bloc-notes. Donc si je clique sur Entrée, vous voyez que mon fichier était bleu parce qu'il était sélectionné. Avec le bloc-notes, Windows m'ouvre le contenu pour que le bloc-notes me donne l'information de ce qui est indiqué dans ce fichier. Voilà, c'est une petite précision, donc voilà, le .doc, très souvent c'est pour du Word, docx, mais vous pouvez lui dire que si vous voulez, il doit l'ouvrir avec LibreOffice. C'est tout à fait possible. Donc voilà, juste pour info, ça ne sert vraiment que à ça. Alors, petite chose encore, quand on se déplace, vous voyez là je suis en train de me déplacer, je peux renommer mon document aussi rien qu'avec le clavier. Et ça c'est pratique parce que quand on n'a pas le coup de main sur comment il faut cliquer, un double clic ouvre le fichier, mais pourtant il faut bien avoir un clic de sélection sur le fichier et un clic sur le nom pour pouvoir le renommer. C'est pas toujours évident. Vraiment, il y a un coup de main à prendre. Aujourd'hui, moi, ça va bien, mais j'ai eu un temps pour arriver à bien gérer cette histoire pour renommer. Puis je trouve qu'il y a toujours un temps de perdu, parce que je dois arriver là, attendre et cliquer là. Parce que si je vais trop vite, il m'ouvre le fichier. Ça, c'est vraiment embêtant. Voilà. Vous avez vu? Non, il faut cliquer et je reclique une fois que le fichier est sélectionné, je clique sur le nom. Et à ce moment-là, je peux le renommer. Bien, si vous voulez faire plus vite, vous sélectionnez votre fichier, vous faites F2 et vous n'avez pas besoin d'attendre ce laps de temps qui dure certes 2 secondes, mais qui est, quand vous bossez dans l'informatique, un peu chiant. Faut bien l'avouer. Donc là, je peux changer le nom, puis je cliquerai sur Entrée, soit je fais Échappe, et je ressors. Échappe permet de ressortir de pas mal de situations, notamment quand vous lancez un copier-coller, il faut savoir que l'ordinateur, j'ai fait CTRL-C, donc il a en mémoire
l'information de ce fichier, et elle est dans son presse-papier, et il va la recoller là où je lui dirais de la coller. Il attend de pouvoir la coller. Mais si en passage, en chemin, je vois autre chose et je lui dis tiens celui-ci, tu me le mets en CTRL X, et puis je me dis bah non finalement je veux pas le déplacer, je peux ressortir pour annuler cette manip. Vous voyez que mon fichier est devenu presque transparent. La manip avec le clavier, c'est la touche échappe. Voilà. Pour info, ça peut vous servir aussi de savoir faire ceci. Maintenant, on va voir un dernier truc avec les fichiers. Ce sont les suppressions. Là, on a vu la sélection, on a vu le copier-coller. Maintenant, on va voir la suppression. Donc, quand je veux supprimer un fichier, je le sélectionne pour commencer. Et une fois que je l'ai sélectionné, je donne une indication de ce que je veux faire, une action. C'est exactement pareil pour un copier-coller. Je le sélectionne et je donne l'action de copier. Si je veux couper-coller, je le sélectionne et je donne l'action de couper. Donc, si je veux le supprimer, je le sélectionne aussi. Et je lui dis, bah, va me le supprimer. Donc, clic droit, supprimer. Alors, ça, c'est la première méthode. Vous pouvez aussi prendre le fichier et le glisser. Donc là, je le prends à la souris et je le glisse dans ma corbeille. Et puis, autre méthode qui est moins connue et qui est ô combien importante quand on travaille à la fois sur du Mac et sur du Windows, c'est le raccourci clavier CTRL-D. D comme delete. Delete en anglais qui veut dire supprimer. Donc là, je sélectionne mes trucs. Alors là, je le fais tout à la souris, mais on a vu les sélections peuvent se faire aussi au clavier. Et je fais CTRL-D. Et à ce moment-là, mes fichiers sont, encore une fois, dans la corbeille. Alors, je me suis mis un raccourci de la corbeille ici, mais on peut tout à fait trouver l'icône ici. Alors là, vous voyez l'intérêt de connaître les raccourcis clavier. Windows D, direct, j'affiche le bureau, et je double-clique sur mon icône, et puis voilà. Donc là, je retrouve mes fichiers. Alors, regardez bien, c'est important, quand vous êtes dans la corbeille, de prendre ce mode. Donc là, j'ai cliqué en haut sur affichage, de prendre ce mode d'affichage qui s'appelle détail, parce que détail a une particularité, c'est qu'il affiche le nom, l'emplacement d'origine, et la date de suppression, la date et l'heure. Et ça, c'est super intéressant, parce que quand vous supprimez par erreur tout le contenu d'un dossier en ayant fait CTRL-D, et je vais vous expliquer pourquoi ça peut vous arriver, ça m'est arrivé à moi par exemple il n'y a pas très longtemps. En fait, sous Mac, la commande D, qui est l'équivalent de CTRL-D, fait exactement l'inverse, c'est-à-dire elle duplique. D comme duplicate. Alors que sous Windows, ça delete, ça veut dire supprimer. Et donc ça m'est arrivé de vouloir CTRL-C, CTRL-V, en un clic j'ai voulu faire CTRL-D, et sauf qu'en fait ça m'a fait exactement l'inverse, au lieu de me le dupliquer, ça me l'a supprimé et ça me l'a mis dans la corbeille. Et comment j'ai récupéré mes données? Là, vous voyez, les données, elles ont toutes le même nom, donc elles sont classées par nom, il n'y a pas trop de complications. En fait, je peux soit cliquer sur le classement par l'emplacement d'origine, soit cliquer par la date et l'heure. Et dans ce cas, je vois apparaître très clairement, d'un coup, tous ceux qui ont été supprimés à l'instant, au même moment. Donc là, vous voyez, on les voit très très bien. Donc là, je suis dans ma corbeille, je fais un clic droit sur ma sélection. Donc vous vous souvenez de comment on fait une sélection multiple, hein, contiguë. J'ai cliqué en haut, j'ai enfoncé la touche majuscule, je clique gauche, j'ai tout sélectionné. Vous avez vu à quel point c'est fluide et à quel point on l'utilise tout le temps. C'est des raccourcis clavier de fou, on les utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les avoir, ça vous ouvre une fluidité d'utilisation. C'est comme si avant vous saviez lire que de façon très hachée, très monosyllabique, et que d'un coup vous lisiez de façon courante. Savoir utiliser le clavier sur un Windows, c'est vraiment prendre de la fluidité, c'est prendre de l'aisance. Voilà. Donc là, on va restaurer. Donc là, je restaure. Ça restaure dans le dossier initial. Alt-Tab pour changer de fenêtre. Donc là, j'ai récupéré mes fichiers. Et maintenant, je vais vous montrer sur une autre sélection. Par exemple, je prends celui-ci et je vais le supprimer sans passer par la corbeille. Donc encore un petit raccourci clavier, un petit truc, une petite astuce. Là, c'est majuscule supr. Et à ce moment-là, donc je suis bien dessus, majuscule supr. Voilà. Et à ce moment-là, donc là j'ai une fenêtre qui s'ouvre.
et qui me dit est-ce que vous voulez vraiment supprimer ce fichier de façon permanente, parce qu'en fait il n'ira pas dans la corbeille. Donc ça c'est une autre façon de supprimer, majuscule supr. Ne faites ça que si vous êtes sûr de ce que vous faites et que vous n'avez pas besoin de passer par la corbeille. Alors après, avec les flèches du clavier, vous voyez que je peux me déplacer sur les boutons à l'intérieur de ma fenêtre, et avec la touche entrée, je validerai mon choix. Donc, ça marche avec la touche Tab, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, la touche Tab permet aussi de se déplacer, et les touches flèches aussi. Donc voilà, donc du coup, là je vais dire que je suis sûr de vouloir le supprimer, donc je supprime. Alt Tab, je retourne dans la corbeille, vous voyez bien qu'il n'est pas apparu dans la corbeille. À l'inverse, si je fais une suppression classique, juste en appuyant sur Supr, alors là, voulez-vous vraiment supprimer? Non, je veux pas. Mais pourquoi est-ce qu'il m'indique ça? Voilà, donc là, je viens de le supprimer en fonction classique, et vous voyez qu'il est bien dans la corbeille. Voilà, donc là, restaurer, ok. Donc là, on a vu à peu près la plupart des fonctions autour des fichiers, des fonctions de base, hein. Bien évidemment, l'idée c'est de prendre en fluidité, c'est d'arriver à être de plus en plus fluide sur ce qu'on fait. Donc pour l'instant, tout ce que je vous montre est très généraliste. À présent, on va passer sur les applications. Alors évidemment, je ne vais pas vous montrer tous les raccourcis clavier de toutes les applications. Je vais vous montrer juste les raccourcis clavier les plus courants qui font à peu près toujours la même chose sur différentes applications, et les applications reines pour faire ce genre de choses, ça va être le gestionnaire de fichiers, le navigateur internet et un logiciel de traitement de texte. Donc là, je vais simplement ouvrir LibreOffice, et on va commencer par un premier raccourci. Donc là, je clique sur un document. En fait, si je veux fermer ce document sans quitter l'application, on a vu tout à l'heure par rapport à Skype qu'il était possible de fermer la fenêtre sans quitter l'application, que la plupart du temps sur Windows, certes, ça ferme vraiment l'application, mais ça quitte vraiment. Mais là, on peut fermer le fichier. Fermer le fichier, c'est CTRL-W. Et je retourne ici. Et avec le clavier, je peux ouvrir un nouveau document. Je fais CTRL-N. D'accord? N comme new, nouveau. Je peux ouvrir un document existant. CTRL-O, O comme open. Ça marche aussi en français, ça fait ouvrir. Donc CTRL-O, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui me demande où est-ce qu'il est celui que je veux ouvrir. Donc voilà. Et là, je peux me déplacer avec les touches Tab, hein, d'ailleurs. Juste pour info, je sais pas si vous voyez, mais quand je clique sur Tab, on voit les zones actives qui évoluent. Là, on est ici. Là, on est ici. Là, on est ici. Là, on est là-haut. Là, on est là. Là, on est dans le champ de recherche. Là, on est ici. Là, on est là. Là, on est là. Là, on est là-haut. Là, je sais pas où est-ce qu'on est. Ah, on était... Si, j'ai vu, on était là. Hop. Donc, vous voyez que avec tabulation, je peux me déplacer dans l'intégralité de la fenêtre. Ça, c'est pas le cas sous macOS. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère en grande partie utiliser l'interface de Windows. C'est parce qu'elle gère en fenêtre et que vraiment le système fenêtré, je le trouve, pour moi, il me fait gagner beaucoup de temps. Parce que j'utilise, mais vraiment, tout le temps. Donc là, vous avez vu les raccourcis clavier. Hein. CTRL-N, nouveau. CTRL-O, open. CTRL-W, fermer. CTRL-Q, quitter. Donc ça, on n'a pas vu encore. CTRL-Q. CTRL-Q, quitter. CTRL-Q qui ne marche pas partout. Si, par exemple, Windows E, je lance Firefox, alors, j'ai un nouvel onglet. Si je veux ouvrir un nouvel onglet ici à côté, soit je clique sur la croix, soit je fais CTRL-T. Et donc, si je veux fermer le nouvel onglet, donc je peux, là, vous voyez que la zone active, au passage, c'est la zone de recherche. Si je fais Tab, je change de zone active, je suis ici, etc. Là, je suis ici. Ensuite, je passe ici, et puis après, je suis sur les zones des raccourcis. Enfin voilà, vous voyez qu'avec Tab, je me déplace de zone en zone. Si je veux fermer cet onglet qui est là-haut, cet onglet qui est en haut, c'est exactement schématiquement dans l'esprit de la machine, exactement pareil que ce fichier-là. Donc là, pour fermer ce fichier, c'est CTRL-W. Pour fermer l'onglet qui est ici, ce sera aussi CTRL-W. Sous Firefox,
CTRL-Q n'existe pas. Si je fais CTRL-Q, ça ferme pas du tout, ça quitte pas du tout Firefox. Donc je suis obligé sur Firefox, si je veux fermer avec le clavier, d'utiliser Alt F4. Il faut savoir s'adapter aussi aux contraintes et aux spécificités de chaque logiciel. Sachez aussi que très souvent il y a des passerelles qui se créent, c'est-à-dire que sur les navigateurs on utilise on utilise les onglets couramment. Du coup, macOS et Linux ont ajouté dans la plupart des gestionnaires de fichiers des systèmes d'onglets identiques à ceux du navigateur. Résultat, d'ailleurs sous Linux ça fait très longtemps qu'ils ont pensé à le faire, je me souviens KDE, enfin bref. Et donc là, du coup, bientôt sur la prochaine ou une des prochaines versions du gestionnaire de fichiers de Windows, vous aurez aussi un système d'onglets qui vous permettra d'aller dans Documents, dans un onglet que vous pourrez créer avec un petit plus qui vous emmènera, je sais pas, dans le dossier tuto, et puis vous aurez comme ça plusieurs trucs, et puis vous pourrez prendre et aller dans l'onglet, et hop, ça vous ouvrira l'onglet, et vous glisserez comme ça, et ça fera un glisser-déposer, et vous pourrez le faire. Actuellement, sous Windows, on fait comme ça. Quand on veut faire un glisser-déposer, on va sur ici, et on glisse là où on veut aller. On ouvre deux fenêtres. Mais bientôt, on pourra tout à fait, grâce au système d'onglets, prendre, emmener sur l'onglet, l'onglet affiche le contenu, on descend et on relâche ici, et voilà, bientôt on pourra faire ça. Alors je m'avance peut-être, je travaille pas chez Microsoft, mais je sais qu'ils travaillent à l'étude de ça depuis quelques temps, et il existe déjà des extensions qu'on peut rajouter pour personnaliser son Windows, et qui permettent de le faire. Un peu à la manière des onglets de Chrome, d'ailleurs dans la façon dont ces derniers se présentent. Donc, du coup, on a vu CTRL-T pour ouvrir un onglet, CTRL-N, CTRL-O, CTRL-W, on a vu CTRL-Q pour fermer. Maintenant, on va voir comment se déplacer dans un texte. Donc là, on va rentrer un peu plus du côté un peu texte. Donc on va travailler sur un mix entre le navigateur et le traitement de texte. Donc là, je vais taper n'importe quoi, je vais chercher un texte. Voilà. Tac, je vais sur un générateur. Et je vais sur générer. Voilà, donc là je suis sur un texte, et ce texte, je peux le sélectionner. Vous vous souvenez comment on fait de la sélection de fichiers tout à l'heure? Avec la souris, on prend une zone, et on se déplace en maintenant le clic gauche de la souris enfoncé. Et vous voyez que je sélectionne caractère par caractère. Si je me déplace verticalement, je sélectionne ligne par ligne. Eh bien, ce système est tout à fait transposable au clavier. J'amorce ici un truc, je maintiens la touche majuscule de mon clavier enfoncé, et avec la flèche de droite, je me déplace de lettre en lettre, exactement comme avec ma souris. Si j'appuie maintenant sur la flèche du bas, je sélectionne de ligne en ligne, verticalement. Ça marche aussi avec la flèche du haut, et avec la flèche de l'autre côté, de gauche. Donc voilà. Alors, là, on a vu la sélection basique, tranquille. On est toujours sur la sélection, mais de la sélection texte, en fait, on est en train de voir que tout se transpose. C'est-à-dire que si vous maîtrisez un petit peu la gestion de fichiers, la façon dont vous sélectionnez sur les fichiers, vous allez être vite à l'aise sur la gestion de texte, la sélection de texte, la copie de texte. Vous allez voir que ça va aller très vite et que ça va être agréable et fluide. Donc là, toujours la touche majuscule. Pour de la sélection, toujours la touche majuscule au clavier. Si je veux sélectionner de mot en mot, c'est CTRL majuscule flèche. Vous voyez, de mot en mot. Et si je veux aller directement sélectionner tout le reste de ma ligne jusqu'au bout, c'est CTRL majuscule flèche, mais au lieu de faire flèche de droite, ce sera la flèche du bas, et ça c'est spécifique. Tac. Et alors par contre, si je fais flèche du bas maintenant, il se passe rien. Vous voyez? Ça marche pas. Il faut que je fasse flèche de droite pour passer au mot de la ligne suivante, et après j'englobe toute la ligne avec la flèche du bas. Voilà. Donc, droite, bas, 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 droite, bas. Et après, je peux relâcher tout à fait mon contrôle et finir en peaufinant ma sélection, que je peux ensuite copier, CTRL-C, et coller dans un traitement de texte. C'est tout à fait possible, tout à fait envisageable de faire comme ça. Autre chose qu'on peut faire, c'est la sélection à la souris. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait sélectionner une zone, et qu'on sélectionne caractère par caractère. Mais si vous voulez aller plus vite, et que vous voulez sélectionner juste un mot, vous faites un double clic sur le mot. Et là, vous avez juste le mot. C'est génial. Je clique dans le vide pour désélectionner,
maintenant, si je veux prendre tout le paragraphe, c'est-à-dire du début là jusqu'à la fin ici, eh bien je fais un triple clic, n'importe où à l'intérieur. 1, 2, 3. Ça marche très bien ici aussi. 1, 2, 3. En fait, ça marchera partout. Ça, c'est de la sélection pour un paragraphe. Triple clic. Super pratique. Souvenez-vous-en, ça marche très très bien. CTRL A, qui permet de tout sélectionner, mais vraiment vraiment tout. Vous voyez qu'on remonte jusqu'au drapeau là-haut, qu'on a le titre, qu'on a tout. Moi, ça m'intéresse pas. Je vais juste prendre cette partie-là, et on va aller dans un traitement de texte. Ça va nous permettre de nous déplacer, de déplacer le curseur à l'intérieur du traitement de texte, et de manier un petit peu du texte. Donc voilà, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V, je me retrouve avec mon texte collé à l'intérieur de mon traitement de texte. C'est le même texte, il a simplement été pris ici, copié et collé ici. Alors, on va voir la copie, le déplacement de fichier, on va voir le retour arrière et on va voir l'enregistrement qu'on n'a pas encore vu. Donc la copie, CTRL-C, et puis je vais me mettre ailleurs, je vais me mettre là par exemple, et je fais CTRL-V. Ok, pas de problème. Maintenant, je vais prendre tout jusque là, donc un peu plus. Je fais CTRL-X, là c'est coupé, vous vous souvenez, CTRL-X. Et je vais le coller, par exemple, ici. Et alors là, je sais pas où... Oui, c'est bon. Mon curseur est ici. Ok. Donc là, on a vu couper, coller, copier, coller. Ok. Mais si je veux tout sélectionner, souvenez-vous, CTRL A. Tout ce qu'on a vu avec la touche... donc là, j'ai une sélection. Si je veux en sortir, c'est la touche échappe. Vous voyez que le CTRL A tout pris, mais a tout pris ce qui était dans le carré ici. Il a pris dans la zone. Il n'est pas sorti de cette zone. Alors, il y a une raison informatique que je ne connais pas, mais voilà, ça l'a pas pris. Échappe m'a permis d'échapper la sélection qui était en mémoire. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le retour arrière. Comment on fait pour revenir en arrière? Eh bien, on fait CTRL-Z. Alors, souvent, c'est dans Édition, Annuler. Et le raccourci clavier qui est le plus utilisé, c'est CTRL-Z. Donc, si je fais CTRL-Z une fois, je retourne en arrière d'une fois, 2 fois, je retourne en arrière de 2, et 3 fois, j'ai même enlevé le copier-coller du début. Vous voyez que je peux retourner en arrière plusieurs fois en faisant CTRL-Z, 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 et donc c'est action après action. Très intéressant, effectivement, si on a besoin de revenir sur un travail. Là, vous voyez mon curseur de souris. Alors, je vais vous mettre une sélection pour que vous puissiez le voir où il est là. Donc, c'est une barre qui se déplace verticalement, qui clignote au milieu de mon texte. Si je veux me déplacer de caractère en caractère, j'utilise les flèches du clavier. D'accord ? Si je veux aller en bout de ligne, j'utilise la touche fin de mon clavier. La touche fin de mon clavier, chez moi, elle se trouve entre le pad numérique où il y a donc que les nombres et le clavier alphabétique où il y a tout l'alphabet. Il est au-dessus des flèches, quelque part au-dessus des flèches. Alors je suis sur un ordinateur de bureau, donc moi j'ai une touche qui s'appelle fin et ça me permet d'aller directement en bout de ligne. Vous voyez là, j'ai cliqué, je me suis retrouvé directement en bout de ligne. Je sais pas si vous voyez, mais je suis... vous voyez mon curseur de souris, je suis là. Maintenant je vais aller à l'autre bout de cette ligne, c'est-à-dire au tout début de la ligne, je clique sur la touche début de mon clavier. Voilà. Et là je suis au tout début de mon clavier, au tout début de ma ligne. Donc ça c'est du déplacement, ça permet d'aller très très vite pour se déplacer à l'intérieur d'un texte. Autre chose qui peut être utile, ce sont les touches pages, dont on se demande au début à quoi elles servent. Et en fait, elles servent à afficher la suite d'une page, c'est-à-dire en dessous de la zone visible. Sur mon écran, je vois une zone, c'est la zone active. Et en fait, cette zone active, il y a une zone qui est visible et il y a la suite du document qui est non visible. C'est pareil sur les pages internet, quand c'est un petit peu long. Si vous voulez vous déplacer, vous avez deux manières de faire quand vous êtes uniquement au clavier. D'abord, il faut vous assurer à l'aide que vous soyez bien dans la zone active. Soit vous utilisez la flèche classique et dans ce cas, vous allez avoir un scroll vertical tout en douceur, tout lent, tout animé. Soit vous utilisez les pages. La page qui descend vers le bas vous fera descendre plus bas dans la page et ça passera d'un écran à un autre écran et vous verrez à chaque fois l'intégralité, mais ça le fera
par saccade en fait. Ça va faire 1, 2, 3. On va faire un exemple tout de suite. Je vais aller sur Firefox et on va aller sur un journal. Voilà. Et puis on va cliquer sur... voilà. On est sur la première page. Là, on voit l'ascenseur ici. Le scroll va être assez long. Comment je fais? Donc soit j'utilise la flèche la flèche toute bête. Vous voyez que ça descend de façon fluide et animée. Soit j'utilise la touche page. Et à ce moment-là, tac, je descends. Vous voyez qu'ici, je suis sur contenu sponsorisé par Outbrain. Et donc là, j'ai mes trucs, j'ai mon séparateur. Et bien moi, je vais me retrouver pile en dessous. C'est-à-dire que si je remonte en douceur, là, je suis pile sur contenu sponsorisé Outbrain. D'accord? Ici, j'ai le trait noir de séparateur de sélection de la rédaction. Je descends en faisant le bouton page. Boum, je suis sur la section suivante. Mais si je remonte, vous voyez, en fait, je passe d'une zone visible de l'écran à une autre zone visible de l'écran. Et donc, en faisant comme ça, je ne perds rien, je vois tout, et je me déplace plus vite par photo, entre guillemets. Mais c'est moins fluide qu'en faisant comme ça. Avec ça, je peux affiner la manière dont je me déplace. Donc avec ça, quand je dis ça, c'est les flèches, les petites flèches verticales de la souris, du clavier. Voilà. Donc du coup, dernière petite chose aussi que je voulais vous montrer, c'est le zoom. Donc sur un navigateur tel que Firefox, vous pouvez faire CTRL+ pour zoomer le texte. Plus j'appuie sur plus, j'ai toujours CTRL enfoncé, plus j'agrandis le texte. Si je fais CTRL-, je réduis le texte et ça me permet de voir la page dans sa globalité, d'avoir une vision d'ensemble. Là, je suis x16, je peux pas aller plus loin. Si je fais CTRL-0, je reviens à l'échelle 1. Je peux aussi le faire avec la souris. C'est-à-dire que je vais utiliser la molette de ma souris tout en maintenant la touche CTRL de mon clavier enfoncée. Et à ce moment-là, effectivement, je zoome aussi et je dézoome aussi. D'accord ? Chose que je vous ai pas montré, je sais pas si ça fonctionne ici. Non, ça fonctionne pas. Non. Donc ça sert à rien que je vous montre. Alors, dernière petite chose, là on a vu le zoom. Je vais vous montrer maintenant les onglets. Tout à l'heure, je vous ai dit que bientôt il y en aurait sur le gestionnaire de fichiers aussi de Windows. Sachez que sur les navigateurs modernes, vous pouvez faire CTRL plus un numéro et vous ouvrez l'onglet qui vous intéresse. Exactement comme tout à l'heure avec Windows plus un numéro, on ouvrait l'application qui nous intéressait. Par exemple, si je veux aller sur Lorem Ipsum, ce sera CTRL 1. Si je veux aller sur YouTube, ce sera CTRL 3. Si je veux aller sur Le Monde, ce sera CTRL 2. Et donc, du coup, ça, ce sont des raccourcis clavier qui vous permettent de vous déplacer, qui reprennent un petit peu le modèle qu'on avait tout à l'heure. Souvenez-vous aussi que tabulation permettait de changer de champ à l'intérieur d'une fenêtre, que Alt tabulation permettait de changer de fenêtre, que Windows tabulation permettait d'afficher les différentes applications actives. Eh bien, tabulation peut être utilisée aussi sur les onglets du navigateur Firefox, mais pas que, en faisant CTRL tabulation. Je maintiens CTRL enfoncé avec mon pouce et avec mon majeur, j'appuie une fois sur Tab, j'ai ceci qui apparaît au centre de mon écran, et si je refais Tab, je me déplace de gauche à droite. Et évidemment, comme pour le reste, si je fais majuscule, CTRL Maj Tab, je me déplace de droite à gauche cette fois-ci. Voilà. Donc là, on a vu l'essentiel des fonctionnalités pour se déplacer dans les onglets. Maintenant, dernière petite chose, l'affichage en mode plein écran, c'est la touche F11 du clavier. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas sur toutes les applications, mais sur les navigateurs de Internet et sur les gestionnaires de fichiers, ça fonctionne. Donc là, F11, voilà, je passe en plein écran. Je peux afficher une autre page, un autre système, enfin voilà. Donc j'en ressors en refaisant F11, et Alt-Tab, je passe sur mon gestionnaire de fichiers, je peux l'afficher en plein écran aussi en faisant F11, voilà. Donc là, il passe en plein écran. Je vous ai pas montré le zoom, mais ça fonctionne. La molette, par exemple, le CTRL+, fonctionnerait pas ici sur le gestionnaire de fichiers. CTRL+, CTRL-. Par contre, CTRL+ la molette de la souris, vous voyez que ça change la taille d'affichage des icônes. Donc voilà. Et F11 pour en ressortir. Imaginons à présent que nous souhaitons
enregistrer la vidéo, ce sera simplement CTRL-S, et CTRL-S me permettra d'enregistrer. Donc là j'ai une fenêtre contextuelle qui s'ouvre, qui me demande l'endroit où je veux enregistrer, le nom du fichier et l'extension qu'il doit avoir, et je peux enregistrer mon fichier. Si je veux l'enregistrer dans un autre format que celui par défaut, il y a des logiciels pour lesquels toutes les options d'enregistrement ne sont pas proposées dans CTRL-S, et du coup à ce moment-là il faut aller dans Enregistrer sous. Enregistrer sous, c'est CTRL-SHIFT-S. Donc CTRL-S, CTRL-SHIFT ou majuscule, CTRL-MAJ-S, ça vous permettra effectivement d'enregistrer votre fichier. Si on veut le fermer, c'est CTRL-Q. Donc là je quitte l'application, Q comme quitte, et avant de quitter, il me propose d'enregistrer, ne pas enregistrer ou annuler l'action. Là on va annuler l'action. Mais j'aurais pu enregistrer, et à ce moment-là, j'aurais à nouveau eu la même fenêtre que tout à l'heure, que vous avez vu juste avant, qui me demandait où est-ce que je voulais enregistrer, le nom que je voulais lui donner, et l'extension que je voulais donner au fichier. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris beaucoup de choses. Il y a effectivement beaucoup de matière à l'intérieur, n'essayez pas de tout apprendre en une fois, prenez un raccourci qui vous intéresse, apprenez-le, n'hésitez pas à retourner dans la doc, dans la description je veux dire, et dans la description de la vidéo vous allez avoir la liste de tout ce qui a été vu, avec un lien qui vous enverra à l'endroit précis de la vidéo où j'en parle. Ça vous permettra de récupérer exactement le fil de ce qu'on était en train de dire. Sachez aussi que si vous voulez pas passer votre vie sur un écran mais que vous voulez réviser, je suis en train de créer un espèce de petit livret qui sera accessible, je mettrai un lien, je sais pas encore comment je vais le proposer, mais voilà, ça, le lien devrait apparaître plus tard sous la vidéo, donc voilà. N'hésitez pas, par contre ce sera un autre support, je sais pas comment je vais le proposer, hein. Mais voilà. Du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres raccourcis clavier, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires avec l'ensemble des personnes sur cette chaîne. Je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas non plus à liker, ça me fait toujours plaisir. Et du coup voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!